Salut, je vous souhaite la bienvenue ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube secondaire. Petite mise en contexte, cette vidéo je l'ai préparée pour un examen de philosophie que j'ai passé il y a 1 an ou 2, je sais pas, il faudrait que je vérifie, ça me tente pas. J'ai essayé de le présenter à l'examen, terminé, j'ai pas réussi parce que j'ai eu des problèmes techniques avec les fichiers. Donc j'ai présenté une version avec quelques petites erreurs de montage et il me manquait la musique pendant une certaine portion de la vidéo. Mais c'est ce que j'ai été obligé de présenter à l'examen parce que je pouvais pas l'arranger. Et je n'ai pas été en mesure de corriger ces erreurs dans mon logiciel de montage dans lequel j'ai fait cette vidéo parce que j'avais encore les mêmes problèmes avec les fichiers et donc il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, j'ai eu d'autres projets, d'autres trucs avec du travail. Du coup j'ai décidé de m'asseoir et refaire cette vidéo. Donc je vous présente cette vidéo de 2020 T1 je crois en 2023. J'espère que ça va vous plaire. Allez, salut. Yo, j'ai une simple question à te poser. T'es-tu déjà demandé ce qu'était l'art? Je suis pas mal sûr que tu l'as fait sans même t'en rendre compte. Par exemple, quand t'écoutes une musique et que tu te demandes c'est de la musique ça? Ou que tu te retrouves devant une peinture, une statue, une sculpture, genre est-ce que ça c'est de l'art? Qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art? Qu'est-ce que l'art? Comme toi, il y a plein de gens qui se sont posé la question. Alors, je te souhaite la bienvenue dans ce 4e goûter philo où on va voir ensemble ce que les philosophes en ont dit. C'est parti, jingle. Alors, pour savoir ce qu'est l'art, commençons d'abord par vérifier ce que nous en dit Platon. Enfin, Socrate. Enfin, ce que Platon dit que Socrate aurait dit. Enfin non, Platon ne dit pas. Platon, il écrit les... Bon, commençons. Et commençons avec Hippias majeur. Socrate et Platon. Dans ce texte, Hippias se vante de savoir bien parler, c'est-à-dire de faire de beaux discours avec de beaux mots et de se faire beaucoup d'argent. Et de fil en aiguille, Socrate va arriver à la question inévitable, qu'est-ce que le beau? Mais Socrate va faire croire à Hippias qu'il est effectivement le meilleur, qu'il sait tout, et que s'il lui pose la question, c'est parce que Socrate aurait eu à définir le beau devant on ne sait qui et n'y serait pas parvenu. Alors, pour reprendre cette conversation inventée pour l'occasion, Socrate demandera à Hippias de faire comme si Socrate était cet imbécile devant qui il aurait échoué dans sa définition du beau. Et le pauvre Hippias tombe dans le panneau. Bon, c'est normal, faut bien inventer un petit peu comment les dialogues de Platon sont présentés, sinon ça deviendrait vite monotone. Donc, Hippias va commencer en conseillant à Socrate de prendre des exemples probants. Et là, on pourrait se dire qu'il va faire l'étalage de sa maîtrise des mots. Que nenni! Comme Ion, qui disait être le meilleur rhapsode du monde, mais n'en fit pas la démonstration à Socrate, Hippias se dit être le meilleur ambassadeur, mais n'en fera pas non plus la démonstration. C'est fou, toutes les personnes qui vont voir Socrate et qui pensent qu'elles sont supérieures à tout le monde, même à Socrate. Du coup, tout ce qu'il va faire pendant la plus grande partie du dialogue, ça va être de dire « Oui, Socrate. Oui, Socrate. Mais vous avez tout à fait raison, Socrate. Non, mais pas du tout, Socrate. » En fait, le texte, plutôt que de s'appeler Hippias majeur, il aurait dû s'appeler les 1001 façons d'exprimer un assentiment. Et l'exemple probant pour Hippias est la sculpture. Il va répondre que la beauté d'un objet est déterminée par le matériau qui le compose. Ce qu'Aristote appelle la substance ou quiddité. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Alors si ce matériau c'est de l'or, la chose est forcément belle, dit Hippias. La preuve. Bon, c'était en 450 avant Jésus-Christ, il n'avait pas internet, donc Socrate lui a pas montré ça. Mais il a, comme d'habitude, obligé l'autre, ici Hippias, à réfléchir un petit peu plus. Et c'est ce qu'il fait. Alors il dira que l'ivoire, c'est pas mal non plus en sculpture. Et donc que, même si le sujet est laid, s'il est fait en ivoire, il deviendra beau. Effectivement, le matériau ne rend pas forcément un objet beau. Et Socrate le lui fera comprendre. Là, Hippias va tenter de s'en sortir sans nommer aucun matériau, vu que ça lui réussit pas vraiment avec Socrate.
Alors, il dira plus vaguement, pour être sûr de ne pas trop se mouiller, que ce qui convient à une chose, c'est ce qui la rend belle. Au moins, il est sûr de ne pas dire d'agréable. Hippias dit que le beau est ce qui ne paraîtra laid en aucun temps, à aucun lieu et à aucun homme. Oh! Mais Emmanuel Kant dit ça 21 siècles plus tard. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Ah oui. Le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Comme quoi, définir le beau, c'est pas évident. Et c'est tellement pas évident que plus Socrate va parler, plus Hippias va s'embourber. Il va dire que le beau, c'est d'être riche, bien portant, honoré par les Grecs, faire de belles funérailles à ses parents défunts, et que ses enfants lui fassent aussi de belles funérailles. À chaque époque son délire. Ce à quoi Socrate lui fait remarquer qu'il parle là de convenance et qu'il faudrait étudier la nature de cette convenance. Ce qui l'amène à son sujet de prédilection, la différence entre l'être et le paraître. J'en ai déjà parlé dans mon premier goûter philo. Si vous ne l'avez pas vu et vous souhaitez le voir, je vous laisse le petit lien dans la description. Mais après moult paroles, exemple et contre-exemple, Hippias est encore une fois forcé de reconnaître que la convenance n'est pas le beau non plus. Il doit encore une fois remballer sa logique. Après, ce sera le tour de la puissance, de l'avantageux, du bien, ce qui le produit, et de la coutume. Mais rien de tout ça ne définit le beau. Tranquillement pas vite, la conversation va tourner autour des sens. En fait, surtout autour de deux sens, la vue et l'ouïe. L'ouïe, pour les comparer aux autres sens. Mais en bout de ligne, mis à part que le beau procure du plaisir sensoriel, eh bien on ne saura pas ce qu'est le beau. Du Socrate tout craché. Saint-Augustin. Socrate n'a pas été le seul à se pencher sur les sens. Saint-Augustin aussi va tous les analyser. Enfin, pas tous. Rappelez-vous, nous en avons plus de 20. Il va s'en tenir aux fameux 5 sens d'Aristote. Merci Aristote pour cette belle page d'histoire. L'homme n'a que 5 sens parce qu'il n'en a pas d'autres. Saint Augustin passe en revue les 5 sens, comme Platon. Enfin Socrate. Enfin ce que Socrate dit à travers les écrits de Platon. Ce que Platon dit que Socrate... Mais il va en ajouter un. Je ne vais pas vous gâcher la surprise en vous le dévoilant tout de suite. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. D'un côté, il va mettre le goût, en séparant bien le boire et le manger. Et dans les deux cas, il considère qu'il faut s'en abstenir. Ça veut dire qu'après avoir bien mangé et avoir bien arrosé son banquet, il se sent coupable. Enfin, pécheur. Mais non, ça veut dire qu'il s'éloigne du saint chemin de Dieu. Alors pour s'en rapprocher, sa solution, c'est de jeûner. Et de prier Dieu pour pas recommencer. Voilà. Enfin non, parce que pour la sensualité, c'est pareil. Va des rétro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Quant aux odeurs, il est pas sûr, mais il croit qu'il peut s'en passer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Comme pour l'intempérance et l'ivrognerie, il faut résister et prier Dieu un tantinet plus fort, parce que la tentation est plus difficile à résister. Avec une petite exception, les chants liturgiques. Mais s'il se laisse bercer trop tendrement par l'harmonie des voix et des mots prononcés, il redevient pécheur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et c'est ici que Saint Augustin va vraiment parler de beauté. Celle des formes et des couleurs. Et pour son grand malheur, à moins de se crever les yeux comme Oedipe au roi, ou de se les brûler comme le chantait Francis Cabrel, il n'y a aucun moyen de ne pas voir quand on est voyant. Enfin, lui, il dit de se reposer les yeux. Mais là aussi, il va faire une exception. La douce et très sainte lumière divine que même les aveugles peuvent apercevoir, puisqu'elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Et c'est elle
qui nous fait marcher sur le droit chemin. Et donc, tout ce que nos organes sensoriels peuvent percevoir est à proscrire. Pour saint Augustin, c'est clair. Les sens sont source de sensations. Non, de tentation. Et c'est ce qui m'amène à parler de la cinquième et dernière sensation. Et c'est ce qui m'amène à parler de la cinquième et dernière tentation. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et si saint Augustin traite la curiosité après la vue, c'est parce que la curiosité a une relation très étroite avec les yeux. Et pour tous ceux qui pensent que la curiosité est un vilain défaut, bienvenue chez saint Augustin, vous pensez comme lui. Parce qu'en plus de dire que c'est une fantaisie qui nous fait vouloir éprouver et savoir, oui, j'ai bien dit fantaisie, il dit que, contrairement au plaisir qui ne nous fait rechercher que ce qui est agréable, la curiosité s'intéresse à tout, même ce qui est désagréable. Et donc, par essence, la curiosité est distraction, car l'homme ne doit se concentrer que sur une seule chose, l'élévation suprême de son âme vers Dieu, notre Seigneur tout-puissant, créateur de tout. Bon, là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais la vidéo, c'était supposé être sur les arts, et pour l'instant, il est question du beau, des sens et du plaisir, mais pas des arts. Et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Je m'explique. Pour les anciens, les arts étaient divisés en deux grands blocs. D'un côté, il y avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui les arts et métiers, un savoir-faire. Et de l'autre, les arts libéraux. Et là, il y avait deux groupes. D'un côté, le trivium et de l'autre, le quadrivium. Autant dire qu'avec la conception qu'ils avaient de l'art, c'est difficile de définir ce qu'aujourd'hui on appelle l'art. Mais c'était tout aussi difficile de définir ce qu'était le beau sans dire que c'était une question de perception, de feeling ou de dire que l'artiste était béni par les dieux ou qu'il recevait son inspiration directement d'eux. 3. Et c'est pour ça que Iris Murdoch a écrit un texte dans le style des discours de Platon, enfin de Socrate. Enfin, c'est la pensée de Socrate, où Socrate et Platon vont enfin parler de l'art. Ils vont beaucoup parler de peinture, de théâtre et de politique. Et comme Iris Murdoch sait que Platon, fidèle à lui-même, applique l'allégorie de la caverne à toute sa pensée, dans Acastos, deux dialogues platoniciens, elle essaiera de définir l'art en y ayant recours, son objectif étant de montrer que l'art doit élever l'homme au-delà de l'expérience sensible. L'allégorie de la caverne. Et les questions qu'elle leur fait se poser sont: quel rapport peut-il y avoir entre les émotions et la connaissance? Par exemple, les Cambodgiens mangent des tarentules frites parce qu'ils pensent que c'est un excellent remède contre la toux et les maux de dos. De dos. Merci. Bon, il faut aussi savoir qu'ils ont commencé à manger ces bestioles à l'époque des Khmers rouges parce qu'ils crevaient littéralement de faim. Et les Coréens se glissent dans le gosier des bébés pieuvres vivantes parce qu'ils pensent que la petite bête va leur donner du courage et de la résistance. Il faut donc avoir les connaissances des Cambodgiens et des Coréens pour apprécier ces mets délicats dont ils se remplissent la panse. Pour les autres, c'est-à-dire vous et moi, il faut être aventurier ou kamikaze parce qu'ils risquent de nous rester sur l'estomac quand c'est pas directement dans le gosier, comme ça peut arriver avec les poulpes. Lisez Ni d'Ève ni d'Adam d'Amélie Nothomb, c'est succulent. Elle raconte qu'elle a failli s'étouffer avec un de ses poulpes parce que les Nippons, ils en raffolent aussi. Ce qui amène Murdoch à se demander si l'expérience de l'art est la même pour tous. Tout peut être sujet ou objet d'art, comme le sacré ou l'érotique. Elle essaiera aussi de savoir qu'est-ce que le beau et qu'est-ce que le laid et où mettre la morale dans tout ça, s'il faut la mettre quelque part. Autrement dit, ces personnages se demandent s'il existe un bon art et un mauvais art, et si la censure devrait séparer l'ivraie du grain. Livret dit faux. Mais elle pose aussi une question qui a occupé beaucoup de philosophes avant elle. Est-ce que l'art doit imiter la nature? Ce qui nous amène à parler de la mimésis d'Aristote, c'est-à-dire de l'imitation de la nature. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le XVIIIe siècle, quand un artiste disait qu'il représentait la nature, ça voulait dire qu'il peignait des scènes où des humains faisaient quelque chose. Mais pas n'importe quels humains. Des gens nobles, des aristocrates, des images saintes ou mythiques. On pouvait parfois voir du paysage en arrière-plan,
mais on amenait surtout l'attention aux scènes qui se produisaient au premier plan. À partir du 18e, représenter la nature, ça voulait dire peindre des paysages, des natures mortes, des scènes plus prosaïques comme la vie quotidienne du peuple, et même les arts. Mais non, les arts, etc. L'esthétique en est donc forcément affectée et les réflexions des philosophes vont en tenir compte. Par exemple, pour Hegel, réduire l'art à une imitation de la nature est la marque d'une vision archaïque et fausse de l'art, de sa finalité et de ce qui en fait sa valeur. La nature de l'art est de chercher ce qui est beau et ce qui ne peut s'atteindre que par l'esprit. Pour lui, même la meilleure imitation n'est qu'un simple trompe-l'œil. L'art pour Hegel est comme un ver de terre par rapport à un éléphant. L'éléphant étant la nature. Mais ça ne veut pas dire que l'art est inférieur à la nature. Enfin si, en tant que mimétisme. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que la nature sera toujours plus vivante que l'art. Et donc l'art ne doit pas la reproduire, mais réaliser la conscience de l'homme. C'est pas clair, hein? Grosso modo, en schématisant beaucoup, ça veut dire qu'il faut sortir ce qu'on a à l'intérieur et le mettre sur la toile, par exemple. Quant à Kant, j'ai pas pu m'en empêcher, sa critique de l'art s'inscrit dans une critique plus grande, celle du jugement ou de la faculté de juger. Mais sur l'art, lui aussi il va s'intéresser au beau. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, nous dit Kant. Et pour lui, contrairement à Platon et à Hegel, l'art n'a rien à voir avec la morale. Et la façon dont l'artiste rend l'œuvre belle sera perçue comme telle universellement. Le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. Même quand on n'aime pas une œuvre d'art, l'idée qui a amené l'artiste qui l'a fait, cette représentation de ce quelque chose de son idée, va amener celui qui regarde ou qui écoute à se poser quand même des questions, à faire un effort d'interprétation. Kant propose de regarder d'abord les détails d'une peinture, avant de les mettre en relation les uns avec les autres, pour ainsi extraire toute leur signification. Pour Kant, l'imagination, l'entendement et l'âme, comme ce petit quelque chose de plus que l'artiste possède qui lui fera faire des œuvres originales, sont les fondements de toute création artistique. Autrement dit, l'artiste a dans sa tête des images de ce qu'il veut rendre. C'est l'imagination. Il va en faire la synthèse et mettre ensemble dans un tout cohérent pour qu'elles acquièrent du sens. C'est l'entendement. Et ce supplément qui fera que tel artiste se reconnaît à telle particularité propre, c'est l'âme ou le génie artistique. Mais pas le génie d'inspiration divine de Platon. Je vous invite à regarder ma première vidéo, j'en parle à propos de Ion de Platon. Et c'est grâce à l'âme que l'art n'est ni une copie insipide de la réalité, ni un étalage de techniques et de savoir-faire. Bref, pour certains philosophes, l'art est une imitation de la nature et les artistes sont inspirés par un génie créateur divin. Pour d'autres, la production artistique demande un savoir-faire qui s'apprend, et cette imitation est un pur trompe-l'œil. Et pour d'autres encore, représenter, c'est présenter la chose autrement. Et c'est dans cet écart entre la réalité et la représentation que se loge tout l'intérêt de l'art. Et plus l'écart est grand, plus celui qui regarde ou écoute cette œuvre d'art a quelque chose à interpréter. Côté artiste, certains obéissent à toutes les règles de leur art, car tous les arts ont des règles, et d'autres encore se situeront entre les deux, respectant certaines règles et en transgressant d'autres. Tiens, ça me fait beaucoup penser à Fraunhofer dans le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Analyser une œuvre d'art avec le regard d'un philosophe, c'est se demander ce que l'œuvre a à nous transmettre. Car en bout de ligne, quand on se dit « c'est beau », c'est pas l'œuvre en soi qui est belle, mais le ressenti, l'émotion que chacun éprouve et qui nous fait la trouver belle.
Oscar Wilde disait que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. L'art permet de stimuler l'esprit, cultiver les sens, l'imagination. Une créativité permettant de transcender la morale conventionnelle et les normes sociales. Mais dis donc, ce serait pas comme ça qu'on arriverait au surhomme de Nietzsche? Deviens ce que tu es? Ouais. Ce goûter philo est déjà trop long pour que je dise quoi que ce soit sur Nietzsche. Peut-être que plus tard je ferai un goûter philo entièrement dédié à Nietzsche. Mais ce ne sera pas celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser en commentaire une œuvre qui vous plaît et dites-nous pourquoi. Moi, je vous dis à très bientôt. Faire des bonnes funérailles à sa mortée. Par exemple, une créativité permet transcender la morale conventionnelle et les esprits et les... Qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà? Tiens, ça me fait beaucoup penser au chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac dans Fraunhofer.